Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes. Pour ce nouvel épisode, j'ai souhaité avoir une invitée profondément engagée et passionnée. Elle s'appelle Julie Artis, elle est facilitatrice de bonheur au travail, conférencière, Chief Happiness Officer, mais surtout, elle est notre Tal Ben-Shahar à la française. Nous parlerons ensemble de l'importance d'être bien dans son travail, de la responsabilité que chacun a et de comment on peut cultiver ce bonheur au quotidien. De par son métier et un petit peu du mien, nous vous partagerons une nouvelle vision du travail et comment on peut s'y épanouir. Bonjour Julie. Bonjour Joy. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode. Mais avec grand plaisir. Merci beaucoup aussi pour la comparaison avec Tal Ben-Shahar. Je suis honorée. Je savais que ça te ferait plaisir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Tal Ben-Shahar, j'en profite de suite. C'est un professeur américain qui est professeur de bonheur et il a écrit des livres vraiment très intéressants, dont l'apprentissage du bonheur ou l'apprentissage de l'imperfection. Et je trouve qu'effectivement, tu es le Tal Ben-Shahar à la française parce que tu es aussi inspirante que lui. Oh là là, tu vas me faire rougir. Donc, j'espère qu'en tout cas, ceux qui nous écoutent s'en rendront compte et qu'ils auront envie de suivre un petit peu ton actualité à la suite de ça. Merci. En tout cas, ravie d'être avec toi sur ce podcast. C'est super cool. J'ai hâte de partager du coup. Et puis, si j'inspire, tant mieux. Super. Alors, je voulais que tu commences par nous partager à travers ton histoire ta vision du bonheur au travail. Tout à fait. Alors, bonheur au travail, vaste sujet. Par où commencer? Moi, je suis diplômée en fait en marketing et donc j'ai eu une carrière dans le marketing dans une boîte dans les objets connectés pendant plusieurs années. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet du bonheur de façon générale à une période charnière de ma vie. Donc, j'avais à l'époque, je dis ça à l'époque, c'était il y a quand même un certain nombre d'années. Je me questionnais en fait sur le sens de la vie, pourquoi on était là, quel était le sens de notre vie, comment on savait si on avait réussi sa vie, comment on savait si on l'avait raté, est-ce qu'on était sur le bon chemin, etc. Et du coup, tous ces questionnements m'ont amené à m'interroger sur la question du bonheur en fait, parce que je me disais, qu'est-ce que c'est le bonheur au final? On nous a jamais appris comment être heureux, comment c'est vraiment quand on est heureux. Donc, j'ai commencé à faire plein de recherches, à me documenter, etc. Puis, j'avais envie d'écrire sur le sujet, de partager aussi tout ce que j'apprenais sur ce sujet. Donc, j'ai créé un blog dessus qui partageait plein de notions du bien-être au travail pour déjà, moi, découvrir les clés puis les partager avec les autres. D'accord. Puis, petit à petit, en fait, en évoluant dans mon rôle de responsable marketing, à l'époque, je me suis dit, mais c'est bien joli tout ça, mais après tout, on passe 3/4 de notre vie au travail. Donc, c'est bien beau de s'interroger sur c'est quoi le bonheur dans notre vie privée, mais après tout, c'est quoi aussi le bonheur dans notre vie professionnelle. Et donc, c'est comme ça que je me suis tournée de plus en plus vers le sujet de la qualité de vie au travail parce que je voulais comprendre si on pouvait aussi trouver du bonheur dans le travail. Donc, c'est un petit peu comme ça que je suis arrivée à ce sujet du bien-être au travail. Très souvent dans mes conférences, je partage un nombre avec mon auditoire qui est 80 000 et je leur dis mais est-ce que vous savez à quoi correspond ce chiffre 80 000? Et en fait, c'est le nombre d'heures qu'on passe à son travail. Moi, quand j'ai pris conscience de ça, en fait, je me suis dit mais c'est quand même essentiel de se demander à un moment donné qu'est-ce qu'on a envie de vivre pendant ces 80 000 heures. Est-ce qu'on a envie de vivre 80 000 heures où on subit un quotidien professionnel qui ne nous convient pas? Où on a envie d'en être acteur et de du coup s'épanouir. Alors, 80 000 heures, c'est sur toute une vie, hein? Oui, tout à fait. Qu'on précise quand même, mais ça fait beaucoup. Et effectivement, je pense que tout le monde devrait se poser cette question-là. Qu'est-ce que j'en fais de ces 80 000 heures? Qu'est-ce que je décide moi de vivre, mais aussi de faire vivre aux autres? Parce que parfois, on a aussi des impacts négatifs envers les personnes avec qui on travaille. On s'en rend pas forcément compte, surtout quand on est manager, etc. Donc, oui, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre et de faire vivre sur son lieu de travail. Et alors, aujourd'hui, tu l'abordes de quelle façon, le bonheur au travail? Alors, suite à ça, du coup, je suis devenue Chief Happiness Officer.
Donc, quand on traduit en français, c'est responsable du bonheur au travail, même si j'aime pas trop la terminologie parce que ça sous-entend que on est responsable du bonheur au travail, alors que pour moi, il n'y a pas une personne responsable, mais on est tous responsables. Mais donc, j'étais CHO dans l'organisation et puis je commençais à impulser un petit peu des petites graines de bien-être au travail un peu autour de moi. Alors, la question du bonheur au travail, elle est complexe parce que il y a énormément de leviers sur lesquels on peut agir. Et bon, voilà, si je te demande, toi, Joy, qu'est-ce qui te fait du bien à ton travail, tu vas pas avoir les mêmes réponses que moi. Bien sûr. Ouais, il y a plein de définitions. Donc, c'est très compliqué quand on va agir sur le bien-être au travail parce qu'il n'y a pas de recette magique. Ça, il faut bien en prendre conscience. Et donc, c'est essentiel. Moi, sur le bien-être au travail, je l'aborde en 2 phases. D'abord, il y a une démarche qui est personnelle. Et donc là, qui nécessite un temps d'introspection pour se demander, moi, en tant que personne, qu'est-ce qui pourrait me rendre la vie plus belle sur mon travail? Qu'est-ce que moi, j'ai envie de vivre sur mon travail? Qu'est-ce que j'attends de mon travail? Et puis, il y a aussi une dimension qui est plus collective, surtout quand on travaille dans une organisation, c'est de se demander collectivement qu'est-ce qu'on a envie de vivre tous ensemble et comment on fait pour contribuer à une aventure collective qui est positive. Donc, il y a ces 2 niveaux-là. Et en fait, tout bonnement, il faut se poser la question, hein, qu'est-ce qu'on a envie de vivre réellement sur son lieu de travail? Et ça va donner lieu à des leviers et la mise en place de petites actions pour s'épanouir et développer sa qualité de vie au travail finalement. Et tu vois, cette approche, elle est vachement intéressante parce que souvent, on pense que le bien-être au travail, c'est quelque chose qui doit venir de l'entreprise. Qu'il n'y a pas du tout de responsabilité personnelle dans le fait de se sentir bien à l'endroit où on travaille. Sauf que, comme tu le mentionnes, il y a vraiment aussi une part individuelle où chacun doit se poser la question, est-ce que je me sens bien à cette place-là? Et puis, comment je peux améliorer les choses? Complètement. En fait, je pense que le tort qu'on a, c'est, mais pour tout dans la vie, hein, on a tendance à attendre énormément de facteurs extérieurs pour être plus heureux dans notre vie de façon globale. Et donc, quand on est à notre travail, on a très souvent tendance à attendre énormément de l'entreprise pour se sentir bien dans ce qu'on fait. Alors, effectivement, l'entreprise, elle a le devoir de mettre en place des conditions favorables pour travailler dans de bonnes conditions. Mais par contre, on ne peut pas tout attendre de sa direction. Et c'est vrai qu'être bien dans son travail, ça commence d'abord par soi. Bien souvent, je dis le bien-être, le bien-être, il est intérieur avant tout, il n'est pas extérieur. Donc, c'est pour ça qu'il y a une dimension d'introspection personnelle à avoir qui est fondamentale. Et il y a de nombreuses personnes, enfin, moi, je m'en aperçois, qui sont pas bien dans leur travail et qui vont aller chercher un autre poste ailleurs, dans une autre entreprise. Et en fait, ça ira jamais bien. Mais c'est parce que peut-être elles se sont pas d'abord, elles, interrogées véritablement sur quelles étaient leurs valeurs profondes, de quoi elles avaient besoin, qu'est-ce qui les stimulait au quotidien. Et en fait, si on n'est pas clair avec soi et ses besoins profonds, on aura beau changer de poste et d'entreprise en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs, on se sentira jamais fondamentalement épanoui dans ce qu'on fait en fait. Donc, ce que tu veux dire, c'est que à chaque fois, on remet en question un petit peu l'entreprise dans laquelle on est, alors qu'il faudrait se remettre en question soi. Ouais, il y a un peu des deux. En fait, moi, la démarche individuelle et collective, elle va de pair, en fait. C'est pour ça, moi, tu vois, mes 2 mots-clés sur ce sujet, c'est co-responsabilité et co-construction. Ça veut dire qu'en fait, le bien-être au travail, c'est la responsabilité de chacun et de tous, et ça se co-construit. Donc, il y a personne qui est censé imposer des choses, mais c'est demander collectivement comment aussi on va faire pour que chacun s'imprègne du sujet et pose des actions à son échelle en fait. Mais la dimension individuelle, elle est fondamentale. Et surtout, c'est de prendre conscience qu'on est acteur de son bien-être au travail. Et là-dessus, moi, j'essaie de sensibiliser au maximum au fait qu'on n'a pas à subir un quotidien professionnel qui ne nous convient pas, parce que on a plein de clés en soi pour faire en sorte que ça s'améliore avant d'attendre plein de choses de l'entreprise. Mais on est d'abord les premiers acteurs de son propre bien-être au travail. Je prends l'exemple souvent du matin. Par exemple, quand tu te lèves le matin, en fait, il y a personne d'autre que toi qui choisit de te réveiller le matin en te levant, soit en traînant les pieds en disant bon allez, il faut que j'aille au boulot parce qu'à la fin du mois, il faut que je paie mes factures, blablabla. Ou alors te lever le matin en te disant bon chouette, aujourd'hui j'ai une journée avec plein d'objectifs super positifs pour moi qui m'attendent, je vais rejoindre une équipe que j'aime, je vais me challenger, enfin tu vois. Et en fait ça,
il n'appartient qu'à chacun de décider de déjà se focaliser sur des choses positives dès le matin, en fait. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont la tête dans le guidon et qui n'ont pas fait ces exercices d'introspection, de savoir se demander pourquoi on se lève le matin et pourquoi on va travailler, quel est le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Tu vois, est-ce que je suis utile dans ce que je fais? Est-ce que je fais? Enfin, il y a plein de questionnements personnels qui sont fondamentaux à avoir, oui. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, aller travailler, c'est pour payer ses factures, c'est quelque chose d'obligatoire, d'imposé, et ça n'a pas forcément de sens si ce n'est avoir un salaire à la fin du mois. C'est ça. Qu'est-ce qui justifie que finalement tu vas sacrifier ton temps de repos pour aller sur ton lieu de travail? La première réponse, ça serait la rémunération. Mais en vérité, d'autant qu'aujourd'hui toutes les études le montrent, hein, la rémunération, c'est pas le premier levier pour motiver des gens à travailler. Donc en fait, pour justifier que chaque matin tu vas sacrifier finalement du temps pour toi à ton travail, c'est parce que tu donnes du sens à ce que tu fais, parce que tu vas être utile, parce que par exemple tu rends service à tes clients, parce que tu apportes de la valeur aux gens, enfin toutes ces choses. Mais si tu te demandes pas réellement pourquoi c'est utile ce que tu fais, et l'utilité tu peux en trouver dans tous les jobs, hein. Tu sais, très souvent je demande aux gens, est-ce que vous considérez votre travail comme un simple job, comme une passion ou comme une vraie vocation? Et très souvent, les gens, ils me répondent, ouais, mon travail, c'est un job, quoi. Et sauf qu'on sait que les gens qui sont le plus épanouis dans leur travail, c'est des gens qui ont fait de leur travail une vraie vocation. Et en fait, n'importe quelle profession, en grande majorité, en fait, ça peut devenir une vocation, et tout ça, ça dépend du sens que tu donnes à ce que tu fais. Et je me souviens d'une conversation un jour que j'avais eue avec une dame qui faisait des ménages. Elle était venue sur un événement que j'organisais sur Montpellier. Et elle avait témoigné à quel point elle était reconnaissante de travailler dans l'entreprise qu'elle faisait. Donc, elle nettoyait des chambres, tu sais, et elle était reconnaissante de son travail et elle était heureuse dans ce qu'elle faisait parce qu'en fait, elle avait réussi à percevoir l'utilité qu'elle avait de son travail. Et elle savait que quand elle nettoyait des chambres, etc., les gens après, ils allaient venir, ils allaient se reposer, ils allaient se sentir bien. Et donc, pour elle, son métier était utile. Et c'est ça qui donnait du sens à son quotidien. Donc, ça montre bien qu'en fait, quel que soit le métier que tu fais, bon, ça vraiment les métiers qui sont très difficiles, mais tu peux faire de ton travail une vocation. Ça, c'est super important pour te motiver, pour t'engager, etc. Bien sûr. Et alors, justement, au-delà de cette recherche de sens, pour ceux qui se sentent aujourd'hui un peu perdus, qui se retrouvent un peu dans une impasse à aller travailler parce qu'ils n'ont pas le choix, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil? C'est faire un pas de côté et réellement se demander qu'est-ce que j'attends de mon travail, qu'est-ce que j'ai besoin de faire au quotidien pour me stimuler. En fait, la première chose, d'abord, moi, souvent, je travaille sur les facteurs qui nous empêchent de nous épanouir au travail. Donc, c'est d'abord peut-être de se lister quelles sont les choses dans mon quotidien que je vois qui sont un peu négatives pour moi et qui m'empêchent réellement de m'épanouir. Je me fais ma liste et je fais 2 colonnes et en face de cette liste, je vois quelles actions je peux faire pour modifier les éléments qui perturbent mon épanouissement au travail. Déjà, ça me donne un peu une clarté sur comment moi, déjà à mon niveau, je peux agir. Ensuite, c'est super important de se demander qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans son travail. Est-ce qu'on veut faire un travail où on a une contribution, un impact positif qui est fort? Est-ce qu'on a envie d'être dans l'échange et dans la relation humaine? Enfin, et en fait, les questionnements individuels, ils sont essentiels pour se demander réellement qu'est-ce qu'on veut. Souvent, je parle de la pyramide de Maslow. Tu vois ce que c'est cette pyramide la pyramide des besoins? En fait, il faut se questionner sur ses besoins parce que bien souvent, quand on n'est pas bien dans son travail, c'est parce qu'on a des besoins qui sont mal nourris. Et parfois, j'invite les gens à reprendre un petit peu cette pyramide et se dire, voilà, mon besoin primaire, etc., est-ce qu'il est assouvi? Donc, par exemple, ça va être, est-ce que j'ai le sentiment d'avoir une juste rémunération? Est-ce que je travaille dans de bonnes conditions? Est-ce que mon environnement est agréable? Oui, non, pourquoi? Comment je peux agir? Ensuite, le deuxième palier, ça va être comment est mon environnement véritablement? Est-ce que j'ai de la stabilité dans mon emploi? Est-ce que mon milieu est plus menaçant ou encourageant? Oui, non, et comment je peux agir?
Ensuite, ça va être la dimension sociale. Tu sais, est-ce que je peux interagir avec les autres? Est-ce que je peux réellement nourrir des relations harmonieuses avec les autres? Est-ce que j'ai la sensation de faire partie d'une équipe aussi? Bien sûr. Et donc là, je me demande oui, non, etc. Puis petit à petit, tu remontes un peu la dernière strate de la pyramide de Maslow, qui est du coup le besoin d'accomplissement. Et donc là, ça va être finalement les motivations intrinsèques qui font que je vais être bien dans mon travail. Très souvent, je partage la définition, tu en parlais tout à l'heure, de Tal Ben-Shahar, qui dit que le bien-être au travail, ça dépend de 4 dimensions. La première, c'est comment je vais faire en sorte dans ma journée de ressentir un maximum d'émotions positives. Donc, c'est se demander comment je peux faire en sorte pour ressentir de la joie, de l'enthousiasme, de la gratitude, etc. La deuxième dimension dont parle Tal Ben-Shahar, c'est au niveau des relations harmonieuses. Donc, est-ce que je peux être stimulée par les autres? Est-ce que je reçois suffisamment de reconnaissance? Est-ce que moi, j'en donne suffisamment, etc. Ensuite, il parle de ses compétences. Est-ce que dans mon travail, j'ai la possibilité de vraiment pouvoir évoluer? Parce que exprimer son potentiel et ses capacités, c'est essentiel aussi pour se sentir bien. Très souvent, on est dans des travails qui sont exécutifs. On peut pas trop être force de proposition et c'est compliqué du coup pour une personne de nourrir ce sentiment d'autosatisfaction, tu sais. Et puis la quatrième dimension dont parle Tal Ben-Shahar, c'est le fait de se sentir utile. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est quel intérêt je donne à mon travail et est-ce que j'y mets vraiment du sens parce que j'ai la sensation de contribuer à quelque chose de plus grand. Après, quand on est vraiment pas bien dans son travail, alors tout à l'heure, je te disais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Mm-hmm. Oui et non. Je pense qu'il y a on a un niveau de contrôle sur notre propre bien-être. Il y a des choses qu'il est possible de faire personnellement pour être bien dans son travail, ne serait-ce que voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Par contre, au bout d'un moment, quand on a le sentiment d'avoir fait son maximum pour être bien dans le travail, mais que malgré tout, il y a un environnement qui va pas du tout, qui devient vraiment toxique pour nous, à ce moment-là, il faut partir, quoi. Il faut pas non plus, se torturer. Et tu le dis souvent justement concernant ta propre histoire que avant de te lancer en indépendante, tu t'es sentie pas alignée. Oui. Le fait de vouloir changer en se disant ce sera peut-être mieux ailleurs, mais au final si on n'est pas aligné, on aura beau aller dans une autre entreprise, ça changera rien. Ouais. Et c'est pour ça que se poser la question de quels sont mes besoins et mes valeurs profondes, en fait, c'est super important comme premier petit pas de la démarche. Je pense que c'est essentiel d'abord d'apprendre à se connaître pour savoir ce dont on a besoin et ce dont on a envie. Et effectivement, à un moment donné, moi, même si j'avais un job super, j'avais des collègues de travail qui étaient super, l'entreprise était top, voilà, j'avais quand même de la chance d'être là où j'étais. À un moment donné, malgré tout, j'ai perdu effectivement l'alignement avec la vision de l'entreprise. Il y a eu une espèce de dissonance intérieure assez compliquée à expliquer, mais j'ai senti qu'il y avait d'autres choses qui m'appelaient parce que j'avais perdu le sens de ce que je faisais. Et en fait, je pense qu'il faut beaucoup s'écouter. C'est pour ça, apprendre à se connaître, c'est essentiel parce qu'il faut être bienveillant envers soi et juste sentir aussi vers quoi ton cœur te guide aussi. Je pense que l'intuition, c'est très important. Et si à un moment donné, tu es appelé vers d'autres choses, il faut aussi y aller et tenter le coup et expérimenter, oui. Et je crois qu'on a justement un parcours similaire par rapport à ça parce que on a beau avoir été toutes les deux dans un poste qui nous convenait, comme tu le disais, dans une structure vraiment épanouissante, mais on s'y sentait pas comme il faut. Et je crois qu'il faut aussi savoir accepter de pas être bien, se poser la question, qu'est-ce que je veux pour être mieux, et puis pour le coup, savoir passer à l'action, oser passer à autre chose pour se sentir mieux, tout simplement. Oui, complètement. Mais souvent, on n'accepte pas. Je pense que les moments où on va pas bien, d'ailleurs, sont super importants dans notre vie de façon générale. Je pense que les moments où on va un peu moins bien, ou voire pas bien du tout, c'est ultra important pour notre évolution parce que si on sait s'écouter et qu'on sait faire un pas de côté pour dire attends, qu'est-ce qui se passe là, comment je me sens, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur qui va pas très bien, c'est ces moments-là qui vont nous permettre d'évoluer et de tendre vers autre chose qui nous épanouira d'autant plus qu'avant. Ouais. Mais il faut accepter de parfois être pas bien et ouais.
Et c'est Est-ce que cool. tu t'es déjà adressé à une population de personnes qui avaient subi beaucoup de burn-out? Non, alors je fais une différence. Donc moi, j'ai été formée en psychologie positive, etc. La psychologie positive, tu sais, on se concentre sur les facteurs optimaux de fonctionnement de l'individu. En fait, on se Mhm. concentre sur tous les facteurs qui vont bien pour faire en sorte de les améliorer au lieu de se concentrer sur ce qui va pas. Donc du coup, pour le moment, hein, je travaille davantage pour l'instant avec des entreprises qui sont quand même un minimum convaincus des vertus du bien-être au travail et qui ont déjà un terreau fertile. Et ensemble, on travaille à faire en sorte que ça aille encore mieux. Parce que quand ça va vraiment pas et que tu es dans un climat social très tendu où il y a des burn-out à la chaîne, etc., pour moi, c'est plus de la compétence de personnes qui gèrent les risques psychosociaux. Mhm. Et moi, non, je travaille pas là-dessus. C'est pas mon champ de compétences, non. Puis j'accompagne davantage des entreprises qui ont envie de faire encore mieux parce que je me dis que finalement, c'est ces entreprises-là qui seront inspirantes pour les autres et je pense que ce sont elles qui montrent aux autres entreprises, bah, regardez nous ce qu'on a mis en place, ça va bien et on a fait en sorte que ça aille encore mieux et regardez comme ça marche bien. Parce que ce qu'il faut dire aussi sur le bien-être au travail, c'est que c'est un cercle vertueux en fait. C'est le bien-être au travail, c'est vecteur de performance. Souvent, je dis que plus on prend plaisir à ce qu'on fait, plus on va être motivé et engagé dans son travail. Et forcément, plus on est engagé, plus on est performant. Donc, c'est super intéressant aussi d'aborder le bien-être au travail sous le vecteur de performance parce que du coup, en fait, c'est du gagnant-gagnant, quoi. C'est gagnant pour l'entreprise, c'est gagnant pour le salarié, c'est gagnant pour tout le monde. Bien sûr. Les entreprises avec lesquelles tu travailles, elles mettent quoi en action? Alors, il y a énormément de choses à mettre en place. Là-dessus, il n'y a pas de recette magique et c'est vrai que les leviers, en fait, ils diffèrent beaucoup selon les organisations. Mais les premières choses sur lesquelles je les fais travailler, c'est la culture de l'entreprise. Parce que pour moi, avoir une culture d'entreprise qui fait écho, on parlait tout à l'heure des valeurs, qui fait écho avec les valeurs de chacune des personnes. Tu sais, souvent, on a tendance à ériger les grandes valeurs d'entreprise. En fait, ce sont des valeurs qui ont été juste décidées par la direction. Mhm. Donc très souvent, la culture d'entreprise, c'est les fondamentaux à poser. Il y a plein d'actions à mettre en place là-dessus, mais c'est en fait comment je vais communiquer avec mes salariés sur la raison d'être de l'entreprise et faire en sorte que chacun à sa mesure s'empare de cette raison d'être. Donc on va travailler sur les valeurs, faire en sorte que chaque personne se sente fière d'appartenir à l'entreprise pour nourrir un petit peu ce sentiment d'appartenance. Donc on va rendre les gens ambassadeurs. Bon là-dessus, tu as plein d'actions. Hein. Bien sûr. Tu peux faire des vidéos de gens, tu communiques à l'extérieur. Tu peux faire des lunchs le midi où chacun à tour de rôle va partager, va se présenter peut-être sous un aspect un peu plus personnel. Enfin voilà, il y a énormément de choses à faire pour donner de la valeur à la personne et surtout lui montrer qu'il fait partie d'un tout. Donc la culture, elle est essentielle. Ensuite, le point sur lequel je dirais les entreprises travaillent en priorité et en tout cas où elles devraient travailler aussi en priorité, c'est la question de la communication. Parce qu'on se rend compte très très souvent que les gens savent pas communiquer. Et c'est dommage parce que c'est souvent ça qui est source de conflit dans les entreprises, qui est source de mal-être parce que parfois, moi, je vais devoir, j'ai un travail particulier, mais on m'a pas donné d'objectif, je sais pas où je dois aller. Et puis, il y a quelqu'un qui a une façon de parler à chaque fois qu'il m'adresse la parole, je me sens agressée. Enfin, tu vois, il y a plein. Donc, la communication, en fait, c'est essentiel à la fois pour guider et puis à la fois pour permettre à chacun de se sentir reconnu, se sentir compris et puis puisse s'exprimer aussi. Donc, la culture et la communication, c'est les deux premières choses sur lesquelles moi, je travaille bien souvent, ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un Chief Happiness Officer, c'est primordial? Alors, je me questionne pas mal sur ce poste-là en ce moment. Le CHO, en fait, il est très décrié malheureusement parce que il est dépeint dans les médias comme la personne qui va organiser des parties de baby-foot et voilà, amener des fruits frais pour le petit-déj. Et malheureusement, le bien-être au travail, il y a des connotations, il y a ce genre de connotations qui font que ça peut paraître superficiel et c'est dommage parce que un Chief Happiness Officer, pour moi, c'est essentiel et c'est stratégique même parce qu'on a besoin, comme quand tu mènes un projet, il te faut un chef de projet. Pour moi, le Chief Happiness Officer, ça va être la personne qui va impulser cette démarche dans l'organisation. Et n'importe qui, je veux dire, le manager pourrait le faire, la DRH pourrait le faire aussi, mais on manque de temps en fait. C'est ça la problématique. Et le manager ou le DRH n'a pas forcément le temps de s'occuper de l'épanouissement des collaborateurs.
les individus eux-mêmes qui mettent en place ça aussi. Oui, mais complètement. Il n'y a pas de... Oui, oui. En fait, ça va juste être une personne qui impulse le sujet et après, ça va être à elle de faire en sorte que chacun s'empare du sujet. Moi, je pars du principe qu'on est tous Chief Happiness Officer à notre niveau, en fait. Enfin, c'est ça, il n'y en a pas un, quoi. Je parlais de co-responsabilité. Enfin, voilà, il n'y a pas une personne qui est responsable. Par contre, le CHO va être là pour impulser la démarche et j'espère que c'est juste un métier de transition parce que peut-être qu'un jour, du coup, vraiment, chacun sera son propre CHO. Le problème quelque part de ce poste, c'est qu'il existe alors que ça devrait se faire naturellement et que tout le monde devrait co-créer ensemble. Oui, totalement. Mais voilà, je pense que c'est surtout des contraintes de temps et que les managers d'équipe, etc., ils ont pas forcément ils prennent pas en tout cas le temps de passer du temps à vraiment connaître leurs équipes, à libérer la parole, etc., et à co-construire des choses aussi, parce que je pense qu'une stratégie d'entreprise, ça se co-construit en fait. C'est pas décidé par un seul leader. Enfin, ça c'est super important pour engager les gens. Et donc, le CHO va vraiment être là pour être un petit peu le moteur de toute cette émulation collective. Et puis aussi individuelle, pour faire prendre conscience aux gens que bien-être au travail, ça commence aussi par soi. Oui, parce que pour beaucoup, le bien-être au travail, comme on le disait, ça peut être que la responsabilité de l'entreprise et du coup, les gens n'ont pas forcément envie de faire d'efforts pour être bien et que les autres se Ouais. sentent bien. Oui, après, on peut faire énormément de choses à son niveau. Après, la dimension collective, elle est très importante. Un des premiers, on va dire, freins du bien-être au travail, c'est la reconnaissance. On se rend compte aujourd'hui dans les entreprises, les gens souffrent énormément d'un manque de reconnaissance. Et pourtant, la reconnaissance, ça peut être très simple. Ça peut être juste dire merci, en fait. Et souvent, je parle de revenir aux fondamentaux et ça veut dire apprendre à dire bonjour, apprendre à sourire, apprendre à dire merci. Et tout ça, en fait, je sais pas si ça se perd ou pas, mais redonner la place à l'humain, en fait, elle est essentielle parce que les gens, ils ont oublié tous ces fondamentaux. Et l'entreprise a le rôle aussi de véhiculer un petit peu toutes ces valeurs-là, de comment on donne la place à chacun, comment on respecte l'autre, comment on le considère pour ce qu'il est, comment on va partager de la reconnaissance entre pairs, etc. Enfin, tout ça, c'est des sujets qu'il faut vraiment creuser et qui sont essentiels. Ouais. Et surtout, enfin, il y a des toutes petites actions qui peuvent être mises en place et qui ne coûtent pas grand-chose. Bien souvent, on me demande, mais ça coûte cher de mettre en place des actions de bien-être au travail, mais non. Ce qui coûte surtout très très cher, c'est le mal-être en fait, parce que si tu calcules ce que coûte à une entreprise l'absentéisme, le turnover, les arrêts maladie, etc., enfin ça coûte très cher. Par contre, si tu fais en sorte de développer une culture qui est positive, les gens vont mieux travailler, il y aura moins de stress, etc. Donc ça coûte rien. Et en petites actions, il y en a plein. Enfin, moi, par exemple, j'aime bien parler du happy moment où j'invite les gens avant de commencer une réunion à faire un tour de table et de partager son happy moment de la semaine ou du jour précédent, quelque chose comme ça. Et du coup, ne serait-ce que faire un tour de table où chacun partage quelque chose de positif, je te jure que ça met les gens dans une espèce d'énergie qui est super constructive pour la suite, en fait. Et on n'est pas dans une culture d'entreprise où on est simplement là pour faire du chiffre et faire son travail et partir. Oui, ouais, complètement. Mais c'est en plus le management. Alors heureusement, il est en train d'évoluer, mais enfin, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais on se rend compte aujourd'hui réellement qu'un un management par la pression, par exemple, c'est contre-productif, quoi. Et encore combien de personnes souffrent d'un management par la terreur, par la pression, parce qu'il y a le bâton et la carotte. En fait, ça fonctionne pas, quoi. Il faut que les gens se rendent compte que ça ne fonctionne pas. C'est contre-productif. Est-ce que tu as été confronté peut-être à des entreprises qui ont envie de faire appel à tes services ou qui parlent de bien-être au travail, mais simplement d'un point de vue marketing, d'un point de vue image? Oui, bien sûr. Je ne citerai pas de nom. Non, on n'est pas là pour balancer, mais Oui, ouais. Ça me peine très malheureuse, enfin, ouais, très paradoxalement, depuis que je parle de bien-être au travail, je me rends compte aussi à quel point le monde du travail est pénible. Tu vois, je te parlais de mon expérience où j'avais été 8 ans responsable marketing. J'étais dans une entreprise qui était très bienveillante, l'environnement était cool et tout. Et depuis que j'interviens dans les entreprises, je me rends compte à quel point la souffrance au travail, elle est présente. Et effectivement, on m'appelle parfois pour intervenir sur des séminaires, sur un séminaire où la thématique, c'est le bien-être au travail. Et en fait,
j'interviens, ok, je fais ma conf, mais derrière, en fait, il y a rien qui suit et les collaborateurs, ils sont en attente d'autres choses, en fait. Ils ont souvent réclamé des choses à la direction qui les a pas écoutées. Donc, c'est vrai que parfois, j'ai l'impression d'être un peu intervenir en superficie et c'est dommage, ouais. Mais c'est vrai que l'argument marketing, ouais, ça arrive assez souvent encore. Parce qu'effectivement, il y a aussi le revers de la médaille où il y a un effet de mode sur cette Oui. thématique-là. Et du coup, c'est un argument aussi pour recruter, c'est un argument pour faire rester les gens. Mm. Et malheureusement, comme tu le disais, il y a des entreprises où c'est juste pour faire beau et puis derrière, il n'y a pas de considération vraiment humaine. Le bien-être au travail, on en parle de plus en plus aussi parce que, tu sais, il y a l'arrivée des nouvelles générations sur le marché du travail. Mhm. Et du coup, ces générations-là, elles ont plus du tout les mêmes attentes sur le travail que par le passé, en fait, où effectivement, il y a 20, 30, 40 années en arrière, on travaillait pour payer ses factures, etc. Aujourd'hui, les nouvelles générations, elles sont vraiment là parce qu'elles sont en quête de sens, en fait. Et c'est ça qui est aussi en train de tout changer dans les organisations. C'est que si aujourd'hui, les organisations se remettent pas en question dans leur façon de procéder et de fonctionner, elles vont avoir de plus en plus de mal à recruter ces jeunes qui ont envie d'un travail où ils peuvent s'accomplir, ils peuvent s'impliquer, avoir de l'indépendance, de l'autonomie, pouvoir faire des erreurs, être force de proposition. Enfin, les attentes sont plus du tout les mêmes. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui pour attirer ces talents-là, maquillent un peu leur entreprise sous fond de bonheur au travail, alors que dans les faits, ouais, c'est pas du tout ça qui se passe. Mais bon, en tout cas, je me dis qu'il y a un mouvement qui est là, tu vois, il y a quand même une prise de conscience générale. Donc, même si tout à l'heure, je prenais l'exemple de l'entreprise qui me fait intervenir pour faire un séminaire, pour faire 1 heure de conférence sur un séminaire, même si dans les faits, le reste de l'année, elle fait pas grand-chose, je me dis que malgré tout, quelque part, de me faire intervenir, c'est que le mouvement est en marche. Il y a quand même, peut-être que ça va faire émerger des graines aux gens qui étaient là et que peut-être des gens vont vouloir développer le truc. Enfin, donc le mouvement, il est en marche quand même. Donc peu importe les actions, j'ai envie de dire, tant que ça s'initie, c'est quand même le principal. Oui, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et moi, je le vois effectivement quand j'interviens auprès d'étudiants, comme tu le disais, ils ont plus la même envie, la même recherche en fait dans les postes. Ils ont envie d'autonomie, ils ont envie de créer leur structure de suite. Oui. Ils n'ont pas forcément cette peur qu'on aurait pu avoir nous ou les générations précédentes. Mmh. Et du coup, c'est vrai que pour une entreprise, il faut être compétitif d'un point de vue humain, plus que Mmh. par rapport au poste, pour pouvoir attirer ces nouveaux talents. Oui, ouais, complètement. Mais c'est vrai que là, les jeunes, je les vois. Bon, moi, j'ai 34 ans aujourd'hui. Je te parle, quand je te dis jeune, c'est donc, je sais pas, autour de 20 ans. Enfin, quand tu finis tes études, 20, 22 ans. Moi, j'en vois de mes combien qui refusent des CDI pour se mettre à leur compte alors que moi, je me rappelle, à l'époque, le CDI, c'était le Graal, en fait. Je me disais, cool, j'ai décroché un CDI, ça y est, je vais pouvoir lancer ma carrière. Et aujourd'hui, les jeunes refusent le CDI parce que c'est trop d'engagement, donc, c'est que ça fait s'interroger, oui. Et alors, d'un côté, c'est pas non plus la solution ultime de devenir indépendant. C'est pas forcément là que se trouve le bonheur au travail. Oh non, oui. Oui, c'est marrant parce que j'en parlais aussi ce midi. Effectivement, on peut aborder le bien-être au travail dans une organisation. Le bien-être au travail, quand tu es indépendant, c'est encore un vrai sujet parce que là, tu fais face les deux principaux facteurs de mal-être, on va dire, c'est d'abord l'isolement parce que tu fais face à de la solitude et si t'es pas prêt, tu peux le prendre en pleine face et ça peut être très douloureux. Mhm. Et puis l'insécurité financière. Et ça, au début, c'est très, très compliqué, ouais. Et puis après, oui, tu dois te challenger de façon différente quand tu es indépendant et travailler sur ton bien-être au travail, c'est un sacré défi aussi. Mm. Mais je crois que le point commun entre une structure indépendante et une structure entreprise en tant que salarié, c'est effectivement se poser la question pourquoi je le fais? Encore une Complètement. fois, où est le sens? Complètement. Le sens, pour moi, c'est le pilier fondamental. En fait, c'est se questionner sur ses valeurs. Qu'est-ce qui me nourrit au quotidien? Qu'est-ce qui est en adéquation avec mes valeurs et ce en quoi je crois pour réellement me sentir alignée? Et surtout, est-ce que j'ai l'impression que ce que je fais a du sens? C'est fondamental pour être bien. Oui.
Et dans le cas où ça n'a pas de sens, est-ce que la seule issue, c'est de changer de voie complètement? Bah déjà, c'est qu'est-ce qui fait que ça a pas de sens parce que y a des gens qui ont du mal à percevoir ce sens alors que pourtant ce qu'ils font, ça en a en fait. Je pense qu'il y a quand même il y a un état d'esprit positif qui est à cultiver et je pense que tu peux toujours percevoir du sens dans ce que tu fais. Enfin, je prenais l'exemple de la dame qui était femme de ménage. Tout à fait. Je pense qu'à un moment donné, tu peux toujours arriver à percevoir du sens dans ce que tu fais en fait. C'est après, si vraiment, ce que je disais tout à l'heure, si tu tournes en rond, que tu vois que vraiment tu as donné ton maximum pour essayer d'être bien, mais que ça fonctionne toujours pas, oui, il faut changer, il faut peut-être se faire accompagner pour se réorienter sur quelque chose qui serait plus en alignement avec nous. Enfin, oui. Mais l'accompagnement aussi, il est important parce que donc ça peut être avec un coach, un ami, enfin en tout cas, mais parfois en fait on ne sait pas faire ce pas de côté et on ne sait pas prendre du recul sur soi-même. Et souvent c'est intéressant de se faire accompagner parce que ben une personne neutre va pouvoir peut-être mettre le doigt sur des choses auxquelles nous on n'aurait jamais pensé pour justement se réaligner avec ce en quoi on aspire. Tout à l'heure tu me demandais ce que c'est le bien-être au travail pour moi. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est être aligné entre ce que tu es et ce que tu fais. C'est ça, s'épanouir dans son travail. C'est beau, ça donne envie, hein. Mais pour ces personnes qui ont trouvé cet épanouissement, comment on fait en sorte que ça dure? Ça ne peut pas durer. Tu vas me trouver pessimiste, mais quand je parle de bien-être au travail, en fait, la question, c'est pas comment je vais faire en sorte d'être bien heureux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que si c'est ça notre volonté, en fait, c'est juste pas possible. Et puis, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, les moments où on n'est pas bien, c'est aussi les moments qui nous permettent de nous remettre en question pour un peu plus évoluer encore après. Et je pense que s'épanouir dans son travail, c'est justement avoir la faculté de prendre du recul de façon régulière sur les choses et de se demander, bon bah voilà ce que j'ai accompli ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce que ça me va? Est-ce que ça me va un peu moins? Et pourquoi? Et comment je peux faire en sorte du coup d'améliorer certaines choses en fait. Mais je pense que il faut se remettre en question de façon régulière pour tout le temps, oui, évoluer et réajuster ce qui a besoin de réajuster. Mais en tout cas, enfin vraiment, non, il faut pas attendre d'être bien 24 heures sur 24. C'est pas possible. On est humain, hein, on a un cœur, on a des émotions, on est vulnérable. Donc c'est pas possible d'être bien tout le temps. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Et je t'ai posé la question volontairement parce que on croit que le bonheur, c'est quelque chose, voilà, de constant et que ce sera Non. toujours à 100% bien. Et comme tu le disais très justement, pour moi, le bonheur, c'est aussi avoir des moments difficiles Complètement. Mm. Mais pour ils sont, oui, pouvoir se oui. réinventer, pour pouvoir ajuster, pour pouvoir aussi apprécier ce qui était bien et apprécier quand ça va moins bien, pour pouvoir rebondir. Mm, complètement. Ça me fait penser, il y a une étude qui a été faite sur les gens qui ont gagné au loto, qui montre que du coup, ces personnes-là, au moment où elles gagnent, eh ben, elles ont leur pic de bonheur qui monte d'un coup. Et en fait, petit à petit, elles vont s'habituer à ce statut, à cette entre guillemets richesse. Et donc, petit à petit, au fil des mois ou des années, elles vont réellement retomber à exactement le même niveau d'épanouissement qu'elles avaient, enfin de bien-être qu'elles avaient juste avant de gagner au loto. Ça veut dire qu'en fait, si on fait pas l'effort constant de se questionner pour améliorer les choses, pour réajuster, en fait, on s'habitue aux choses. Donc, en fait, il faut arrêter d'être en pilote automatique, tout simplement. Je pense que le problème, d'ailleurs, ça, c'est un facteur de mal-être au travail, hein, c'est d'être dans la routine tout le temps, de pas se questionner, de pas se challenger et surtout de se laisser guider trop souvent par son mental, en fait, parce qu'on est trop en pilote automatique. On subit les choses, on fait les choses sans vraiment trop réfléchir et non, il faut être conscient des choses. Il faut savourer l'instant présent quand on peut le faire. Il faut faire un pas de côté des fois pour un peu voir le monde et ce qu'on vit un peu comme une bulle et voir ça un petit peu de l'extérieur. Enfin, donc il faut arrêter d'être en pilote automatique. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure d'intuition. C'est un sujet que j'adore.
Oui. Justement, on perd en fait cette reconnexion avec notre intuition aujourd'hui. Mm. L'intuition, c'est intéressant, ça touche même à des choses qui sont très spirituelles, à mon sens. Mais c'est vrai que en fait, on n'est pas connecté à soi. Et très souvent, on parle d'authenticité, etc. Être authentique dans son travail, oser être soi, oser dire non quand on a besoin de dire non, et surtout être connecté à soi, à son ressenti, c'est super important. Et on peut pas développer son intuition si on n'est pas connecté à soi. Mais ça veut dire, voilà, toujours pareil, apprendre à se connaître, faire un pas de côté, faire des temps d'introspection, prendre du temps pour soi, en fait. Tu vois, ce qui est intéressant dans ton parcours, tu disais que tu as commencé à la création de ton blog qui était plus porté sur le développement personnel. En fin de compte, ce qu'on voit dans le bonheur au travail, c'est que c'est avant tout un travail sur soi dans un premier temps. Donc, on devra passer, quoi qu'il arrive, par cette partie développement personnel. Ah oui, mais pour moi, c'est fondamental. Oui, complètement. Comment tu mets du développement personnel pour t'épanouir dans ton travail, c'est fondamental. Mais malheureusement, tu vois, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas cette démarche-là et qui vont se questionner sur comment, au niveau organisationnel, on va développer le bien-être au travail. Mais c'est pour ça, je te disais, pour moi, il y a vraiment deux facteurs sur cette question du bien-être au travail. C'est au niveau de l'organisation et au niveau de l'individu. Mais le développement personnel dans la sphère professionnelle, il est essentiel. Pour ça, moi, j'aime bien parler de bonheur au travail. Alors, des fois, ça fait sourire, mais pour moi, le bonheur, c'est un tout, en fait. Et si tu es heureux dans ton travail, ça va forcément impacter ta vie privée. Et si tu es heureux dans ta vie privée, ça va impacter positivement ta vie pro. Les deux sont liés. Et pareil, si t'es pas bien, en fait. Donc, pour moi, le bonheur, c'est vraiment un tout. Je fais pas du tout de dichotomie, en fait, si tu veux, entre la sphère pro et la sphère privée, quoi. Les deux sont l'ensemble d'une même vie. Et c'est rigolo parce que c'est vraiment, moi, je l'aborde plus d'un point de vue santé personnelle. Et justement, en expliquant aux gens que voilà, il y a différentes approches, mais que tout va être lié et tout va mener au bonheur. Quelque part, si on n'est pas bien dans sa vie perso, si on n'est pas en pleine santé, on sera pas bien au travail, on sera pas heureux, pleinement heureux dans sa vie en général. Complètement. En plus, t'intéresser à son propre épanouissement, non seulement c'est bon pour soi, mais c'est bon pour les autres parce que tu vas raisonner aussi avec les autres. Enfin, si tu arrives le matin à ton travail et que tu souris à tout le monde, ça va forcément amener quelque chose aux gens qui est positif plutôt que si tu arrives le matin et que tu dis bonjour à tout le monde en faisant la gueule. Bien sûr. Donc, c'est vraiment un tout, en fait. C'est pour ça il faut vraiment s'interroger sur ces deux dimensions à la fois individuelle et organisationnelle. Et l'un peut pas aller sans l'autre. Et puis surtout, que chacun prenne conscience que on est les premiers acteurs de notre propre bien-être au travail. Donc, à ceux qui nous écoutent, j'ai envie de leur lancer un appel en disant n'attendez pas qu'il y ait un CHE dans votre entreprise pour commencer à faire des choses. N'attendez pas de votre entreprise pour commencer à être bien, en fait. Emparez-vous, vous, déjà, pour commencer, des premières clés de votre bien-être au travail. N'attendez pas que le collègue change ou que le manager Ça, change de stratégie. exactement. Mm. C'est qu'est-ce que je peux faire moi dans un premier temps pour me sentir mieux Mm. dans mon travail. C'est ça. On parle souvent des petits pas. Quel est le tout premier petit pas que je peux faire demain pour tendre vers un peu plus d'épanouissement dans mon travail? Le problème du travail, c'est que les gens, chaque matin, ils arrivent en portant un masque. Le masque de voilà, je travaille avec tel et tel collègue et donc j'imagine que ce que eux ils attendent de moi c'est de me comporter de telle façon, donc je vais porter ce masque là, mais en fait c'est pas moi. Et donc en fait il faut enlever ce masque là, il faut juste porter le masque de soi-même et du coup être authentique. C'est fini cette facette-là en fait. Je crois que les gens en veulent Oui. plus. Bah non, oui, mais c'est ça qui est génial. Enfin, moi, tu vois, l'authenticité, typiquement, c'est une de mes valeurs phares. Et je sais que je pourrais pas travailler dans des environnements où il n'y a pas cette valeur-là qui est sollicitée. Et l'authenticité, heureusement, oui, ça prend de plus en plus de place dans la société. Je trouve ça génial, ouais. On parle beaucoup d'ailleurs de leadership authentique, etc. Enfin, c'est top. Et tu vois justement dans les actions que tu mènes que vraiment ça change le management en profondeur. Oui, alors le management est en train d'évoluer et effectivement, alors on parle beaucoup de plus en plus, tu sais, d'intelligence émotionnelle, d'intelligence collective. On se rend compte que le manager, il n'est pas là pour guider son équipe à la baguette, mais qu'au contraire, il sera plus fort en collaborant avec son équipe et en montrant justement aussi ses faiblesses et ses limites. Et oui, c'est en train d'évoluer.
pas de partout, mais ça évolue petit à petit. Et c'est vrai que beaucoup d'entreprises du numérique, surtout, enfin, moi, après, je viens de ce milieu-là, mais c'est un secteur où j'ai l'impression que les entreprises sont un peu plus au fait qu'ailleurs, ouais. Oui, c'est comme tu le disais, être dans la co-création et pas Oui, on impose quelque chose, tu dois faire ci, tu complètement. dois faire ça. Mais je pense il y a un gros devoir aussi à faire au niveau de l'éducation, en fait. C'est comment on apprend déjà aux gens qui sont pas encore dans le parcours professionnel à leur donner les clés de tout ce sujet-là, de l'épanouissement professionnel. Déjà de leur faire prendre conscience que d'abord ça commence par eux et que ensuite ils ont aussi un impact sur les autres, ils ont un impact sur les gens avec qui ils travaillent. Et je pense que les écoles de commerce, les écoles de management, etc., elles ont aussi le devoir de sensibiliser les étudiants là-dessus parce que c'est eux qui demain seront dans la vie professionnelle et c'est eux qui impacteront les gens avec qui ils travaillent. Donc il y a un gros rôle à jouer aussi au niveau de l'éducation. Hein. Bien sûr. Quels conseils on pourrait donner pour finir? Alors, à la fois à des entrepreneurs, Mm. à des salariés et à des gens qui seraient en changement de voie. Alors, je pense que ce serait bien déjà à ceux qui ont envie de creuser ce sujet de l'épanouissement au travail, de prendre une après-midi au milieu de nulle part avec une feuille blanche et de noter en gros sur la feuille blanche qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui à mon travail et juste de laisser venir tout ce qui vient. On le fait pas souvent, mais il faut prendre le temps de se questionner et ça c'est valable quand tu es indépendant, quand tu es salarié, etc. Donc déjà, ouais, de se demander qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre dans mon quotidien professionnel. Et puis après, c'est revenir aux fondamentaux, en fait, apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses besoins, ses valeurs et comment je peux les nourrir au quotidien. Mhm. Et puis aussi avec les autres, réapprendre à dire bonjour, à dire merci, à faire des feedbacks positifs, enfin tout ce genre de fondamentaux en fait qui sont essentiels. Et puis aussi, moi je parle souvent de cultiver un état d'esprit positif, mais en fait c'est réellement, il faut apprendre aux gens à se focaliser sur les choses positives davantage que sur les choses négatives. En France, on a tendance à beaucoup râler. Bon, voilà, c'est un petit peu culturel. On râle beaucoup, mais c'est vrai que on vit tous des choses positives. Mais ça peut être un petit rien, mais on vit tous des choses positives dans notre quotidien. Et tu sais, il y a le fait de noter à la fin de ta journée les 3 choses les plus satisfaisantes de ta journée que tu as vécues. Si tu fais ça comme rituel à la fin de chaque journée, enfin, ça change fondamentalement la façon dont tu as de vivre tes journées aussi. Bien Enfin, sûr. donc c'est plein de petites choses comme ça qui sont super importantes. Mais la première des choses, c'est de se questionner qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre dans mon travail. Et justement, s'il en ressort des choses négatives, au lieu de se dire que c'est une fatalité, plutôt se poser la question, qu'est-ce que cette chose négative m'a appris? Complètement. Il n'y a pas de. En fait, ouais, je pense qu'il faut voir toute chose comme un apprentissage et si véritablement je m'aperçois que je suis dans un contexte où mes collègues de travail sont pas cool, que mon manager est un dictateur, que mon boss a un ego surdimensionné, que, enfin bref, que rien ne va dans ce contexte-là. À un moment donné, il faut aussi partir, mais rebondir de façon positive et se dire que c'est ok, j'ai fait mon temps, j'ai fait de mon mieux. Là-dessus, d'ailleurs, enfin, c'est les accords. Je fais une petite Mhm. parenthèse là-dessus, mais les accords Toltec, Tout à fait. mais les accords Toltec appliqués au travail, enfin, c'est super intéressant aussi parce que ça permet réellement de changer ta façon de vivre ton travail. Donc, creuser les accords Toltec Tout à fait. et appliquer-les au quotidien, mais juste faire de son mieux. Et si vraiment ça va pas, réorientez-vous, faites une reconversion ou mettez-vous à votre compte ou allez faire le Chief Happiness Officer dans une organisation. Il y a plein de choix en fait, il y a plein de choix, mais surtout il ne faut pas subir parce que la vie elle est courte et on passe 3/4 du temps de notre vie au travail. On n'a pas le droit de gâcher ce temps parce que tu sais que les 3 principaux regrets à la fin de notre vie, c'est l'un des 3 principaux regrets, c'est d'avoir d'avoir été désolé d'avoir subi un travail toute notre vie qui ne nous convenait pas quoi. Donc ne faites pas partie de ces gens qui à la fin de leur vie regrettent toute votre vie professionnelle quoi. Il est encore temps d'agir à n'importe quel niveau. À n'importe quel âge, dans n'importe quelle Mmh, structure, tout à fait. Et complètement. je rappellerai justement ces 80 000 heures, comme tu dis, on n'a pas le droit Mmh. en fait de donner à quelqu'un ce temps si c'est pas un temps où on se sent bien.
Bah oui, mais le temps, il est tellement précieux. En fait, une seconde qui est passée, c'est une seconde qui sera jamais récupérée. Donc, il faut réellement voir le temps comme quelque chose de tellement précieux. Enfin, donc, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, ouais, pendant ces 80 000 heures? C'est essentiel comme question. Ben, merci beaucoup, Julie, pour tous ces bons conseils. Donc, je répète, savoir quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui a du sens pour nous, mais même on peut l'étendre à la vie, hein. C'est pas que dans le Oui, monde professionnel, mais comme on complètement. le disait très justement, le monde professionnel prend une énorme place. Donc, je pense que c'est primordial de mettre aussi ça au centre et de se dire, bah, est-ce que ce que je fais au quotidien dans mon travail me rend bien, me rend épanouie? Mm. Et puis après, voilà, se poser les bonnes questions sur soi, sur sa place dans un milieu professionnel. Et puis ça aura forcément des répercussions sur le milieu personnel et sur le bonheur en général. C'est ça. Je vais te partager une citation que j'aime beaucoup et souvent je clôture mes conférences là-dessus, si tu veux bien. J'en prie. La citation, elle dit: «Ne jugez pas la journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que vous avez semées». Et c'est une citation que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il faut pas se concentrer sur ce qu'on attend, mais plutôt sur les actions qu'on va faire aujourd'hui et ce qu'on va semer de positif. C'est beau. Voilà. Et donc moi, je clôturerai sur où on peut te retrouver. Donc à la fois sur ton blog Apiculturez-vous, donc qui parle un peu plus de développement personnel. Mm. Et il y a également ton podcast qui s'appelle Génération Chaud, que l'on peut retrouver sur différentes plateformes comme Apple Podcast. Merci infiniment, Julie, en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup, Jay. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cet épisode, à le partager, à mettre une note ou un like, un commentaire. On vous remercie pour votre écoute et moi je vous dis à très vite pour la suite.